Bonjour et bienvenue sur cette présentation de Zephyr où je vais vous parler de l'utilisation qu'a Stimeo de cette brique logicielle et vous faire un feedback après quelques années d'utilisation. Donc tout d'abord, on va commencer par une brève introduction. Je vais pouvoir vous donner le contexte dans lequel on a eu besoin de cette OS. Ensuite, je vais parler des besoins concrets qu'on avait, comment nous avons intégré Zephyr et comment Zephyr nous aide à combler ce besoin avec brio. Donc, au niveau introduction, qui je suis? Je m'appelle Pierre Rivron, je suis FAE chez Stimeo. FAE, ça veut dire que je vais faire de l'avant-vente. Je vais aller présenter nos devices, je vais aller voir le client et comprendre comment on peut répondre à ces use cases. Je vais être en support aussi pour en cas de problème technique. Et je vais aussi mettre concrètement la main dans le cambouis parce que je vais aider à installer les devices et je vais avoir un côté plus main dans le cambouis intellectuel où je vais développer des use cases basés sur nos briques logicielles, donc concrètement sur le SDK de Stimeo qui lui-même se base sur Zephyr. Finalement, au niveau de mon background, j'ai commencé en tant que développeur plutôt niveau du Java J2E Android pour descendre petit à petit dans les couches parce que par curiosité et descendre à peu près jusqu'au niveau BSP pour suivre un peu une voie vers l'IoT. Donc l'entreprise pour laquelle je travaille, Stimeo, est une entreprise qui date de 2014. Depuis 2014, nous sommes rendus à 30 employés, 2,6 millions de chiffres d'affaires en 2019, et tout ça pour environ une quarantaine de clients et plus ou moins 11 000 devices sur le terrain. Sur le terrain, c'est-à-dire, ça va être sur le matériel roulant, dans des trains concrètement, ou sur le bord des voies pour faire du suivi de conditions météo, suivi de conditions électriques. Et on va aussi se développer vers d'autres secteurs industriels, donc de la logistique industrielle pour du tracking d'assets importants et utilities, par exemple, pour vérifier des états d'inondation, vitesse de crue, etc. Donc pour tous ces use cases et tous ces terrains, ce qu'on va proposer, ce qu'on va essayer au maximum de proposer, ça va être du matériel générique, du matériel qui va avoir la possibilité d'être configurable, qui va avoir la possibilité d'être certifié et qui va avoir aussi la possibilité de se connecter à différents éléments. Donc se connecter, ça veut dire que tout ce matériel-là va au minimum avoir du BLE. Le BLE, on va l'utiliser pour de la configuration, éventuellement pour de la communication entre nodes. Ils vont avoir ils vont avoir une communication à plus longue distance, donc soit LP1. LP1, c'est-à-dire LoRa ou Sigfox, donc des réseaux longue distance low énergie, ou du cellulaire, typiquement LTE-M ou de G, ou enfin NB-IoT. Donc 90% de nos devices vont avoir la particularité d'être sur batterie.
Cet élément est très important pour nos choix techniques car on target réellement de durer plusieurs années pour des use cases classiques. Donc ça nous oblige à constamment développer et choisir nos technos avec cet élément au centre de nos décisions. Finalement, forcément, vu qu'il y a IoT, dit sensor. Donc, le principe que l'on a, ça va être de pouvoir avoir un ensemble de sensors à interne. Donc, ça va être souvent température, humidité, etc. On reviendra un peu plus en détail dessus après. Et externe, donc aussi bien digital que analogue. Finalement, tous ces devices-là vont être capables de remonter leurs données vers une plateforme de visualisation que je n'évoquerai pas plus vu que c'est pas le centre de notre talk. Alors, ce qu'il faut voir maintenant, ça va être au niveau de l'architecture, comment tous ces éléments vont communiquer les uns avec les autres. Donc, ce qu'on va comprendre, c'est qu'on va avoir forcément à la racine des nodes, les nodes étant les matériels de Steamio. Donc souvent, ça va être du matériel qui auront un peu cette tête-là. Et ce matériel-là va communiquer en BLE entre eux, va communiquer en LoRa vers des gateways potentiellement Steamio et va remonter leurs données vers le cloud. Donc on est sur un use case plutôt classique sur pour de l'IoT et donc qui forcément low energy et small footprint. Donc ensuite donc vu qu'on on a tous nos devices qui communiquent ensemble et qui ont vraiment une base de fonctionnement commune, euh, on, on va avoir besoin d'un RTOS. Donc cet RTOS, ce choix a été fait en 2016. Ça a été un choix qui a été très lourd de sens pour Steamio. C'était pour être capable de faire un scale-up, donc pouvoir intégrer plus de matériel plus rapidement, pouvoir capitaliser sur nos devices. C'était le besoin du RTOS, c'est forcément du multitasking, parce que quand on parle, qui dit plusieurs sensors, dit qu'il y a un besoin derrière de parallélisme. Et c'est aussi un besoin de développement rapide et d'abstraction que nous offre un RTOS de base. Donc tout ça a fait que on a réellement investi plusieurs mois pour sélectionner notre champion. Donc pour sélectionner notre champion, on a désigné un ensemble de critères. Donc forcément, il fallait que l'élément soit multithread, soit real-time et préemptif. Donc, en gros, un RTOS. Il fallait qu'il soit plutôt léger, aussi bien en RAM qu'en flash. Il fallait que la documentation soit vraiment bonne et qu'on puisse potentiellement le modifier ou au moins avoir une vue sur le code pour pouvoir débugger nos problèmes éventuels. Donc, qui dit ça, dit soit avoir une bonne communauté derrière pour faire ces éléments-là, soit avoir une offre commerciale adéquate derrière. On n'était pas on n'était pas seulement bloqué sur de l'open source. Donc plus concrètement, ce qu'on voulait aussi de cet RTOS, ou ce qu'on voulait que cet RTOS fasse, ça soit qu'il gère des sensors, qu'il soit capable de gérer le deep sleep, forcément pour le côté économie d'énergie. On voulait un support de Bluetooth. On voulait un maximum de support d'interface,
SPI, I2C, GPIO, ADSC. On voulait un support du NRF 52 parce que c'était ce qu'on utilisait ou c'est ce qu'on utilise au centre de nos devices. Et en plus, on aurait voulu, enfin on voulait en plus une UI de base, un support basique d'UI. Donc basique, j'entends juste une ou deux LED et juste enfin une ou deux ou plusieurs LED et support de boutons. Avec ces critères-là, on a sorti une shortlist de 4 RTOS. Le premier, Embed, donc le RTOS basé par ARM, qui avait l'immense avantage d'être vraiment en avance au niveau communication en 2016. Il intégrait par exemple déjà NB-IoT. Il avait par contre comme désavantage d'être un petit peu plus léger et manquer un peu plus d'abstraction au niveau des sensors et au niveau du matériel. Donc on était un peu plus lié au matériel, ce qui nous limitait plus au niveau de l'intégration sur différents hardware Simio. Donc ça c'était le premier. Le deuxième, RIoT, qui avait une architecture modulable qui était très intéressante pour nous, qui répondait beaucoup à notre besoin et qui en plus avait beaucoup de sensors supportés. Par contre, il lui manquait un support de la mise à jour, le FOTA, qui était un des points aussi qu'on recherchait. Le suivant, Minute, avait l'avantage d'avoir un ramp-up fulgurant. Très rapidement, on arrivait à créer des applications avec. On arrivait à répondre à des use cases avec. Il avait aussi un bon support des sensors. Par contre, il était un petit peu dur à intégrer et on trouvait que la communauté n'avait pas assez de ressources à l'époque. Et finalement, notre dernier candidat était Zephyr, qui partait déjà avec une stack BLE certifiée, donc stack BLE 5.0 certifiée, avec une communauté d'ores et déjà excellente, malgré son jeune âge. Il avait quelques problèmes au niveau de la gestion dynamique de mémoire, mais nous, c'était pas un point bloquant car on se satisfait très bien de la mémoire statique. Et il y avait encore un manque de stack de communication. Donc en 2016, par exemple, il n'y avait pas de support des réseaux bas débit. Et ça nous obligeait quand même à développer toute notre stack au-dessus. Donc Zephyr, pour le présenter un peu plus globalement, c'est un OS qui est forcément multitask. Il est petit, scalable, open source. Il a l'avantage d'être hardware agnostique et en plus de proposer un système de description de matériel très intéressant. Forcément, il présente aussi un ensemble de fonctions que nous, on va pouvoir offrir de nouveau. Donc les timers, les threads, les mutex et d'autres plus avancés qu'on va voir après. Et en prime, il vient, on a MCU Boot et Zephyr qui sont bien intégrés l'un avec l'autre pour offrir une mise à jour secure des devices. Donc, si je résume, on a sélectionné Zephyr parce que il nous permet d'avoir vraiment un kernel qui répond à tous nos besoins. Il a un démarrage rapide.
Il supporte à l'époque I2C, SPI, GPIO, UART. Il ne supportait pas encore l'ADC, mais maintenant c'est le cas. Il avait un très bon management de la mémoire statique, un BLE supporté qui était certifié, donc parfait pour nous, plus le FOTA. Donc c'était vraiment un ensemble d'éléments qui nous a satisfait et promis beaucoup sur Zephyr. Le seul drawback donc était, comme je disais, l'ADC et aussi l'intégration de librairies externes qui était un petit peu complexe. Donc pour présenter un petit peu Zephyr et comment Zephyr marche, on va avoir Zephyr qui va permettre de faire une configuration des devices et du soft avec l'aide de kconfig et de CMake. Donc c'est l'ancienne manière de faire et celle que l'on fait encore. Ce build va permettre de développer un ensemble de services d'application. Ces services vont être ensuite proposés par Simio. Donc ça va être des services de sensor, des services MQTT qu'on va utiliser et vont forcément proposer en plus des services plus bas niveau. Donc, la communication bas niveau, Bluetooth, IPv4 et puis IPv6, les communications avec nos sensors dont j'ai déjà parlé. Et au niveau kernel, forcément, on va pouvoir offrir le mutex, les timers, les threads et une gestion du power qui est très bonne. Donc, par exemple, et en plus de ça, Zephyr a l'avantage de présenter une très bonne documentation et de suivre un process très précis pour ses releases. Donc, alors si ça veut bien marcher. Donc si je prends la documentation de Zephyr, on va retrouver une documentation par version. Donc là, j'ai mis la version 2, donc on retrouve toutes les versions. Actuellement, on est en 2.4 et Simio actuellement utilise la 2.3. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur la 2.3. On va avoir un historique des versions, on va être capable de retrouver nos éléments. Donc, par exemple, si je vais dans la documentation des API, je vais être capable d'avoir un overview de toutes les API. On va retrouver les éléments qui vont être utilisés par nous. Donc, nous, on va utiliser le Bluetooth, le crypto, le device driver model qui est très très intéressant, je vais revenir dessus. Les kernel service, logging, etc. Qui sont, vous allez voir, en fait, ce qu'on va intégrer et de nouveau offrir au niveau de notre SDK. Donc, si je reviens, par exemple, au niveau du device driver model, en fait, le device driver model, c'est un élément de base de Zephyr qui va permettre de présenter et de décrire des devices et des sensors. Cet élément est au cœur de notre sélection de devices et va nous permettre de développer des applications qui seront vraiment hardware agnostiques. Donc voilà, typiquement sur les drivers, on va retrouver de la documentation théorique et
en plus des API, avec description des API, des description des structures, etc. Donc on est vraiment sur une doc générale qui est très bonne. En plus de ça, Zephyr a une roadmap et des projets très totalement décrits et nous permet d'avoir un overview en avance des éléments. Donc on va retrouver des versions tous les trimestres. Ces versions tous les trimestres vont être petit à petit développées et vont retrouver un ensemble de tickets donc au niveau de GitHub, ce qui nous permettait vraiment de travailler une roadmap basée sur cette brique logicielle. Donc ça, c'est au niveau overview et au niveau roadmap. Et en plus, au niveau plus détaillé, au niveau vraiment Git, gestion de Git et gestion d'éléments, on a été rassuré par leur process qui regroupe donc tout d'abord toute PR doit être review par deux personnes, minimum par deux personnes qui travaillent au cœur de la techno. Et en plus passe un ensemble de tests automatiques et de validation automatique, aussi bien au niveau des coding rules que du code lui-même. Donc tout ça nous a réellement rassuré sur la capacité de Zephyr d'être utilisé comme fondement et fondation de notre SDK. Alors, si je reviens au niveau des slides. Donc maintenant que je vous ai présenté Zephyr et pourquoi on l'a choisi, je vais vous présenter un peu plus comment nous on utilise Zephyr. Donc déjà on utilise Zephyr 2.3 actuellement. Alors pourquoi? Parce que on a toujours une latence entre l'intégration de la dernière version, qui est actuellement il a 2.4, et l'intégration au sein de notre SDK, de Stimio SDK. Donc cette latence est due au fait que l'intégration et le rebase de Zephyr, selon les temps d'architecture, nous prend minimum selon les modifications d'architecture, nous prend en général 2 semaines. Et donc, nous mettons l'effort que tous les trois releases de notre SDK, donc c'est-à-dire tous les trois mois. On a une release de SDK par mois. Donc, nous, on va se baser sur Zephyr. On va présenter l'ensemble des éléments de base de Zephyr. Donc, on va être capable de développer une application au niveau RTOS, donc on va être capable d'utiliser des mutex, on va être capable d'utiliser des threads, des timers du SDK et donc au-dessus de Zephyr. On va être en plus capable d'avoir une abstraction au niveau de la communication. Donc, cette communication-là, on va offrir d'autres éléments que Zephyr n'offre pas. Et on essaye au maximum de reverser à la communauté les éléments qu'on peut. Donc, actuellement, on a déjà reversé au niveau du build, du système de build. On a reversé au niveau de la communication, enfin des bus de communication, et au niveau du device management.
Donc, comment on intègre, donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'était le Zephyr et comment on l'utilise, je vais vous parler un petit peu de notre SDK et ce qu'on veut offrir avec notre SDK et on va voir que ça répond totalement à ce que Steamio, à ce que Zephyr offre. Donc, on voulait offrir un ensemble un framework software qui propose des API simples, qui propose une intégration de third-party software, donc à la fois d'éléments de Zephyr, mais aussi d'autres bibliothèques, que ce soit des bibliothèques de calcul, des bibliothèques de prévision, qui elles-mêmes peuvent utiliser Zephyr. Donc, on voulait que ce framework de software soit hardware independent. C'est le cas forcément avec Zephyr. Et en plus de ce software framework, on va proposer un environnement de travail, donc souvent basé soit sur Linux, soit sur Windows, avec de la doc. Donc en plus, on peut réutiliser fortement la doc de Zephyr avec une toolchain et des hooks potentiels avec des IDE, en l'occurrence Visual Studio Code. Donc tout ça va former un écosystème où l'utilisateur le développeur va pouvoir créer son application au-dessus. Comme je disais, il va pouvoir créer son application au-dessus de Zephyr et au-dessus du SDK, qui lui-même se base énormément sur Zephyr. Et le tout marchant sur un matériel que l'on maîtrise, qui est fait par Stimio. Donc, une des modifications qu'on a fait à Zephyr, c'est d'offrir une API sensor plus haut niveau. C'est-à-dire que Zephyr offre la possibilité de gérer des sensors facilement, gérer des interfaces facilement, mais n'offre pas d'API au niveau du type je veux récupérer une température. Donc il va demander je veux gérer, j'ai besoin d'utiliser tel bus pour récupérer telle valeur. Donc nous, ce qu'on préfère, c'est faire vraiment une abstraction au-dessus de ça pour dire je récupère une température et cette température-là, quel que soit le sensor qui est derrière, quel que soit le facteur à utiliser pour la convertir, tout est fait au niveau du SDK. Donc on va avoir différents sensors qui vont être présentés comme ça. Donc des sensors environnementaux, température, hygrométrie, des sensors de motion, donc forcément accéléromètre. Et une fois de plus, on veut aussi laisser accès à ce que propose Zephyr, donc ce qui nous permet de rajouter des sensors externes en les décrivant tout simplement comme le fait Zephyr. En plus de ça, ces sensors, on va rajouter une couche au-dessus de Zephyr pour permettre de faire des smart sensors. Donc les smart sensors, ça va être de l'extrapolation de nos sensors physiques et qui va permettre d'avoir des algos pour détecter si on est sur un train qui est en train de bouger, si on est à une gare, pouvoir détecter si on est sur un device qui est en train de faire des tours et calculer le RPM. Et l'ensemble de ces éléments-là va avoir en plus une optimisation de la batterie pour savoir que je suis sur les mêmes accès énergétiques. Donc, il faut mieux que j'optimise et que j'appelle ces deux sensors l'un après l'autre ou en même temps. Donc, on va offrir en plus des éléments de positionnement. Au niveau communication, comme je disais, on reste
abstrait dans le sens où on peut avoir de la communication longue distance LP WAN cellulaire. À l'époque, donc en 2016, quand on a sélectionné Zephyr, Zephyr n'offrait pas de stack LP WAN. Donc c'est le cas maintenant, mais nous, on a développé la nôtre reste basée sur notre matériel. Donc pour l'instant, on utilise encore notre propre stack LP WAN. Au niveau cellulaire, par contre, on a une stack standard LTE-M 2G et on se base très très fortement sur la stack Bluetooth BLE 5.0 offerte par, Zephyr. Donc, au final, tout ce que va faire notre stack radio en plus va être, comme pour les sensors, va être une surcouche de Zephyr qui va permettre d'optimiser la consommation globale. Donc, ce que j'entends par consommation globale, ça va être vraiment optimiser les appels au sensor au meilleur moment et pour pouvoir communiquer dans les moments les plus importants. Supporter aussi un système de buffering en mélangeant à la fois la brique file system de Zephyr et la brique communication pour avoir un buffer un buffer circulaire intégré au sein même du SDK. Donc nos développeurs vont juste avoir à demander l'envoi d'un message. Et ce message-là va être soit envoyé, soit stocké et bufferisé si la connexion n'est pas suffisante ou est instable. En plus, et finalement, on va en plus vraiment lier le MCU boot et la brique de communication pour arriver à faire un FOTA de bout en bout. Donc au niveau scheduler et data logging, là, une fois de plus, on va vraiment pouvoir se rebaser sur ce qu'offre Zephyr de logging et de timer pour créer des cron, des data loggers, que ce soit sur des data loggers de sensors ou des data loggers périodiques. Enfin, et finalement, on a pu se rebrancher pour les quelques éléments restants sur du Zephyr. Donc, on a pu avoir le user management de nos LED, on a pu avoir les statistiques, avoir aussi une brique de statistiques de développer au-dessus de tout ça. Donc, on voit bien que Zephyr a répondu à l'ensemble des prérequis dont on avait besoin et continue d'y répondre, voire développe encore les éléments derrière. Donc, par exemple, la stack LP WAN qui maintenant est développée par Zephyr. Donc, pour conclure, juste un petit retour sur comment on trouve Zephyr. Zephyr a l'immense avantage d'être un projet vivant, un projet qui est supporté par une communauté très importante et rigoureuse. C'est un RTOS qui a répondu bien loin, plus loin que les besoins dont on avait initiaux. Et c'est un RTOS qui en plus maintenant l'avantage d'être suivi et approuvé par des très grands comptes, donc tels que Google,
pour ce qui nous a vraiment facilité le choix enfin, conforté dans notre choix d'operating system. Il y a quelques points où on rêverait que Zephyr s'améliore. Ce serait un petit peu au niveau des API de sensor, où on a quand même été obligé de beaucoup abstraire ce qu'offre Zephyr. Mais bien sûr, tout reste facilement accessible. C'est un autre point, ça va être au niveau de la gestion des modules unpowered. Donc nous, on utilise le SARA R412 et son optimisation énergétique n'est pas idéale. Mais maintenant, c'est une optimisation et c'est une intégration qui est faite par la communauté. Donc, elle a l'immense avantage d'être là et on en est content. C'est juste des améliorations dont on rêve. Il y a aussi un petit peu au niveau de la stack BLE qui aurait besoin d'être un peu plus configurable à notre sens et surtout être un petit peu moins gourmand en mémoire. Et finalement, un des points relativement négatifs, c'est le fait que pour se rebaser sur Zephyr, comme je disais, on a besoin quand même d'environ 2 semaines hommes. Donc c'est un élément qui reste plutôt coûteux. Mais forcément, en fait, ce point-là vient en confrontation directe sur le fait que le premier point positif que je vous donnais est le fait que c'est un projet qui bouge. Donc, qui dit projet qui bouge dit un projet qui a besoin d'être intégré et qui prend un petit peu de temps d'intégration. Donc, c'est juste dans un monde idéal, ce serait plus rapide. Donc, en conclusion, on a investi beaucoup de mois hommes sur cette intégration. On essaye au maximum de rendre à la communauté ce qu'on peut. Donc on essaye au maximum de repousser vers Git les bug fixes, les propositions qu'on a. C'est vraiment pas un choix qu'on regrette. On est très très satisfait par Zephyr. Zephyr a répondu à tous nos besoins et c'est juste une fois qu'on a répondu à tous nos besoins, ben, on en rêve d'autres. On est comme tout le monde. On trouve que en 2 ans, en 4 ans, non même pas, en 4 ans maintenant, 4-5 ans, Zephyr a gagné en maturité. Zephyr, par exemple, le coup de la stack LP1 qui est apparu, il a son cœur est devenu réellement très stable et ne présente aucun bug majeur pour nous. Donc Zephyr est un produit mature de notre point de vue. Et en plus, un projet qui a su prendre en compte sa communauté, prendre en compte et intégrer les éléments de sa communauté. Et c'est un projet qui est vraiment poussé jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. Donc, de notre côté, on aimerait repousser encore plus d'éléments au sein de Zephyr. On essaye de travailler sur ça. Forcément, c'est quelque chose qui demande du temps, vu que au fait, nous, le problème qu'on a pour repousser, c'est qu'on arrive à devoir se rebaser pour pouvoir donc mettre nos 2 semaines hommes pour faire le rebase, pour pouvoir ensuite repousser
en upstream nos bug fixes. Donc c'est le point le plus limitant sur, sur cette, sur ce partage qu'on apprécie de faire. Donc, si vous voulez nous contacter, bah, on est basé à Nantes. On est ouvert aux échanges que, qu'on peut vous offrir. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère avoir répondu à toutes vos attentes.